Ouais, c'est Claude. Bonjour Alexis Wadja. En deuxième partie d'émission, on reçoit Georges Pissimopeo, donc un NIU, qui va nous parler de son premier livre, Pissimnapen. Ah, j'ai vraiment aimé ça. Oui, moi aussi j'ai aimé ça. Il y a de la lumière, il y a de la noirceur, il y a de l'espoir. Oui, il y a du récit, il y a de la poésie, vraiment touchant. Oui, mais on commence en parlant de développement économique avec le directeur de la Commission de développement économique des Premières Nations du Québec et du Labrador, donc M. Michael Robertson. Quoi, bonjour. Bonjour, Michael. Bonjour. En commençant, pour expliquer à nos auditeurs, moi puis Sophie, on connaît un peu le rôle de la commission, mais c'est peut-être pas tout le monde qui est au courant qu'il y a premièrement une commission de développement économique des Premières Nations du Québec. Puis c'est quoi son rôle? Est-ce que ce serait possible de nous faire un petit aperçu de la commission puis de son rôle? Oui, avec plaisir. La Commission de développement économique a été formée à peu près au début des années 2000 suite à une mobilisation des agents de développement économique de toutes les communautés au Québec afin de se doter d'une organisation régionale qui serait vouée à la formation puis au support des agents de développement économique dans leurs tâches. Nous, on a été créés, au fond, par la table des chefs de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador. Okay. Donc, c'est les chefs en Assemblée qui se sont regroupés, qui sont concertés et qui ont adopté une résolution pour initier notre fondation. Donc, au départ, la Commission de développement économique était vraiment tournée vers les agents de développement économique. Et puis, au fil du temps, en plus des activités de formation, de conférences, de support aux agents de développement économique, on a développé une offre en support entrepreneurial. On a commencé en faisant de la sensibilisation à l'entrepreneuriat auprès des clientèles spécifiques comme les femmes, les jeunes. Et puis, à mesure qu'on incitait à l'entrepreneuriat, il y a comme un enthousiasme là, qui s'est manifesté sur le terrain. Puis, on s'est mis à offrir des services de support technique au développement entrepreneurial, donc au développement de projets entrepreneuriaux, au démarrage d'entreprises, à la recherche de financement. Puis aussi, on se veut une interface entre le monde non Premières Nations et le monde des Premières Nations pour faciliter le réseautage puis les liens. Juste pour faciliter la compréhension, puis je laisse poursuivre après. Quand on parle d'organisation régionale, c'est pas une organisation régionale de Abitibi-Témiscamingue, on parle région Québec dans le sens jargon fédéral. Oui, excusez-moi. Oui, effectivement, au Québec, normalement on dit provincial, là, mais dans le jargon fédéral, dans le jargon des Premières Nations, en fait, même, là, on est dans la région du Québec. Donc, une organisation régionale qui couvre toute la province et les 43 communautés là, des Premières Nations au Québec. Même à l'origine, la nation Inuit était représentée à la Commission de développement économique, mais depuis, pour des raisons logistiques, ont décidé plutôt de faire leur chose là, au Nunavik exclusivement. Donc, oui, c'est ça. Et puis, la Commission de développement économique, en plus de s'occuper de tout ce que j'ai dit, on est aussi le bras économique de l'Assemblée des Premières Nations. On est l'organisation représentative en développement économique. Donc, on offre un support, là, conseil, de la recherche, des notes de brefage là, pour aider le chef régional, Justin Picard, dans son action politique, mais aussi les chefs là, dans les orientations régionales qu'ils veulent prendre. En gros, ça ressemble à ça. Je pourrais en rajouter encore, là, mais je ne veux pas non plus prendre tout le temps de l'entrevue pour parler juste de mon organisation. Mais pour faire une comparaison vraiment grossière, on pourrait dire que c'est le ministère du développement économique des Premières Nations au Québec. Oui, on pourrait dire ça. Mais c'est vraiment grossier là, comme comparaison. Ouais, parce qu'on est juste 20. Ouais. Au MEIE, d'après moi, ils sont
au moins 5 fois ça. 20, mais la qualité... Oui, c'est ça. Ouais. Puis, Michael, dans le fond, vous couvrez aussi le Labrador. Est-ce que je comprends, selon le titre, dans le fond, ça dit Première Nation du Québec et du Labrador. Ouais. Puis, Oui. est-ce que c'est juste en communauté? Parce que je pense que c'est aussi pour les Autochtones en milieu urbain aussi. Oui, c'est aussi pour les Autochtones en milieu urbain. Pour le Labrador, en fait, c'est que la nation Innu a 2 communautés au Labrador. Mm-hmm. Donc, à la fondation de la PNQL, les chefs du Labrador étaient présents, viennent encore pour les élections, mais je vous dirais qu'au fil du temps, les Inuits du Labrador se sont organisés avec leur propre structure, donc on les voit moins un petit peu. Là. Nous, notre action est plus concentrée sur le Québec. Puis, en termes de marché urbain, est-ce qu'on connaît la part du marché urbain dans tout ça? Parce qu'on sait qu'il y a quand même un grand nombre, un grand pourcentage d'Autochtones qui vivent et travaillent en milieu urbain. En fait, on a beaucoup de notre clientèle qui est en milieu urbain. Donc, on travaille avec, parce que ces gens-là, souvent, sont trop éloignés de leur communauté pour être desservis par les agents économiques de leur communauté. Puis, on travaille aussi avec le réseau des centres d'amitié, au besoin. On a même développé des projets avec eux là, pour regrouper des artisans, puis de se doter d'une plateforme. Mais pour ce qui est de vraiment mesurer l'apport des Premières Nations, tout ça, je vous dirais qu'il y a du chemin à faire. Là, nous, la première étape de cette mesure-là, on est en train de développer et on a plus que développé, en fait, il est développé, puis on est en phase de sondage pour construire un indice entrepreneurial des Premières Nations et des Inuits. Un peu comme l'indice entrepreneurial québécois. En fait, il est un peu calqué dessus parce que l'objectif, c'était de pouvoir comparer les données entre les deux. Donc là, déjà, on va avoir un portrait de l'entrepreneuriat autochtone au Québec avec l'indice entrepreneurial. Et puis, pour le reste de la mesure de l'apport, c'est des travaux à venir, mais évidemment, on est très intéressé par ça. Déjà en partant, on l'a vu dans certaines crises qu'on a vécues dans les dernières années. Par exemple, je vais prendre l'exemple de Val-d'Or, quand il y a eu le scandale autour de la relation entre les Autochtones de Val-d'Or et la SQ, il y a eu un boycott qui avait été annoncé par les communautés Anishinaabe puis par les communautés Cris. Oui, beaucoup ont décidé d'aller vers Ottawa plutôt que de Val-d'Or pour faire leur commerce. La panique a pris à Val-d'Or. Ils se sont rendus compte de l'impact majeur que les Premières Nations ont sur leur économie. Donc, mais tu sais, cet impact-là n'est pas toujours mesuré. Je me rappelle qu'à Roberval, on parlait de 25 millions par année qui étaient injectés par Mastoyache et Obidjouan, oui. Et Obidjouan, exactement. Puis, donc, là, cet impact-là est souvent difficile à voir. On le voit. Moi, je viens de Val-d'Or, là. Les commerçants le voyaient assez facilement avec les cris qui venaient commercer puis qui arrivaient dans le temps des fêtes. Moi, je me souviens, j'étais pack-boy, puis quand je voyais une gang de cris arriver, je savais que j'avais beaucoup de pactage à faire puis que j'allais amener ça dans un camion qui allait avoir une forme de bulle tellement il y avait de choses. J'avais des bons types, là, des vins, là, ça leur faisait pas peur. Mais les Anishinaabe, par exemple, eux, quand je travaillais avec Lac-Simon, il y a eu une étude qui a démontré qu'ils apportaient autant que les cris, mais n'avaient pas autant de respect au point de vue économique que les cris pouvaient en avoir. Exact. On oublie. Puis ça, c'est malheureusement, quand les Premières Nations sont dans l'actualité, on se concentre plus sur ce qui marche moins bien. Ouais. Mais l'apport économique des Premières Nations dans les régions du Québec, c'est des gros acheteurs. Puis, en plus de ça, il y a une force entrepreneuriale qui est en train de se développer dans plusieurs communautés au Québec. Je pense à ma communauté. Moi, je suis un Innu Ouachette-Macménotenam. Puis, je veux dire, Ouachette-Macménotenam, c'est un incontournable de la Côte-Nord. Dans le développement minier, le développement énergétique, la communauté de Dequanjit, qu'on appelait à l'époque Mingan, aussi, c'est un acteur majeur économique dans les pêcheries, dans la construction, tout ça. La culture
sûr, même à ta communauté, il y a Inonigamo qui a des grosses retombées sur la communauté puis les villes avoisinantes, certains. En tout cas, moi d'après moi, là, c'est le plus gros festival en Côte-Nord, là, le plus gros festival musical en Côte-Nord, Inonigamo, là. Donc, oui, on est là, on a une présence forte. C'est le fun que vous me donniez l'occasion de le souligner, là, parce que je trouve que quoi que les temps changent, mais dans un passé pas si lointain, on se concentrait beaucoup plus sur ce qui marchait moins bien. Puis, en termes, là, dans le fond, de réconciliation économique, parce que, justement, quand il y a eu le boycott à Val-d'Or, c'était... Oui, mais pour parler de réconciliation, il faudrait aussi parler d'histoire. Comment c'était avant la colonisation? Est-ce qu'il y avait des économies des Premières Nations? Sans aucun doute. Il y avait des économies des Premières Nations. C'est ça, plus... une économie peut-être un peu plus de subsistance, mais il y avait quand même des échanges entre les Premières Nations. Donc, les Premières Nations étaient organisées, il y avait des routes d'échange. On connaît le rôle de la nation Huronne là, dans l'écumage du fleuve Saint-Laurent, puis dans tout le commerce entre les nations. Donc oui, effectivement, il y avait une économie, peut-être pas au sens moderne du terme, mais il y avait certainement des échanges entre les nations. Peut-être pas une économie capitaliste, là, fondée sur la production de masse, évidemment. De toute façon, c'est pas vraiment dans la culture et dans les mœurs, là. Mais il existait une économie avant l'arrivée des Européens, c'est certain. Donc, c'est comme Van der Peet, l'arrêt Van der Peet, qui est, avec l'arrêt le jugement Montour dernièrement pour les Mohawks et le tabac qui a été un petit peu renversé. L'arrêt Van der Peet nous disait que l'économie puis le commerce nous a été apporté par la Compagnie de la baie d'Hudson puis les colonisateurs européens. C'est quand même un peu effarant de se dire que même d'un point de vue juridique, on avait cette pensée-là. Ouais, oui, c'est un peu effarant, puis c'est parce que c'est une autre vision économique. Je veux dire, c'est le mercantilisme, c'est le fameux commerce triangulaire, l'exploitation du territoire, quelque chose d'une manière qu'on ne faisait pas. Oui, il y avait une vision différente de l'économie, mais il existait une économie puis une façon de faire des affaires. C'est pas parce qu'elle était différente qu'elle n'était pas existante. Puis pour revenir un peu à ce que Sophie Claude disait, la réconciliation économique, ça peut vouloir dire quoi aujourd'hui? Pour moi, en tout cas, puis pour plusieurs personnes, je pense, la réconciliation économique, ça commence par la reconnaissance de l'impact de l'histoire, du poids de l'histoire sur les Premières Nations. Moi, ce que je dis souvent, on parle souvent des indicateurs socio-économiques qui sont moins bons que chez les voisins. Longtemps, les gens, en tout cas moi on va dire la sagesse populaire semblait indiquer que c'était le reflet de qui étaient les Premières Nations, mais je pense que maintenant, dans ce mouvement de réconciliation-là, on sent plus que les gens prennent conscience que c'est plutôt la preuve de ce que les Premières Nations ont subi historiquement, ces indicateurs socio-économiques-là. Puis pour moi, ça fait partie de la réconciliation économique. La reconnaissance de ça, la reconnaissance des impacts du passé, du poids du passé. Ensuite de ça, c'est une volonté réelle d'accepter que les Premières Nations doivent jouer un rôle majeur dans le développement de leur territoire, doivent bénéficier du développement de leur territoire, puis doivent avoir leur mot à dire sur comment va se développer leur territoire. Donc, la réconciliation économique, ça passe par ça. Puis ensuite, c'est de construire ensemble des choses. Parce qu'évidemment, quand la décolonisation, par exemple, c'est pas renvoyer tout le monde chez eux. C'est de retrouver ce qu'on a perdu, ce qui nous a été enlevé. Fait qu'on est bien conscient que les gens qui sont ici maintenant repartiront pas, mais il faut construire des choses ensemble, de nation à nation. Puis la réconciliation économique, pour moi, c'est ça aussi. C'est construire ensemble. Est-ce que le droit à l'autodétermination, ça fait partie de
de ces principes-là de réconciliation économique? Ben oui, parce il y a une question de reconnaissance, comme je l'ai dit tantôt, j'ai dit la reconnaissance des torts passés, mais la reconnaissance aussi des droits des Premières Nations, du titre aborigène, puis la reconnaissance aussi, pour moi, c'est très important que ce soit reconnu que la Déclaration des Nations Unies sur les peuples autochtones doit servir de cadre dans les relations politiques puis des relations de nation à nation entre les Premières Nations et le reste des Canadiens. Donc, oui, je suis d'accord. Puis le respect de l'environnement, tu sais, il y a le principe philosophique qui est à la base dans des sociétés libérales qui nous sont imposées, c'est la propriété privée avec une hiérarchie pyramidale. Tandis que les principes philosophiques qui sont à la base de beaucoup de systèmes de pensée, de droit des Premières Nations, c'est la relation avec le territoire dans un esprit de cercle. Est-ce qu'on doit penser à l'environnement dans un développement, dans une pensée de réconciliation économique avec les Premières Nations? Oui, et en incluant les Premières Nations, en acceptant le rôle central qu'elles doivent jouer, c'est une assurance que ces principes-là de respect de l'environnement et de développement durable vont être appliqués dans le développement territorial. Excusez-moi. Puis, je disais dans le développement territorial. Puis, de toute façon, c'est quand même quelque chose qui commence à être de plus en plus accepté par la société civile en général, qu'on ne peut pas exploiter le territoire impunément, dans le fond. Puis, je le dis pas dans le sens juridique du terme, là, ou dans le sens de conséquences physiques, là, mais plutôt dans le sens que si on ne respecte pas la terre-mère, il va y avoir des impacts sur nous. Puis on en vit déjà. Déjà, on parle du réchauffement climatique. On voit tous les impacts que ça peut avoir. Donc, en incluant les Premières Nations, en les consultant, en les engageant, les engageant, je veux dire au sens d'engagement dans le développement du territoire, en acceptant leur position centrale, je pense qu'on va dans le sens de la protection de l'environnement puis du territoire. Puis ça permet aussi d'apprendre ce que tu disais tantôt par rapport au mode de gouvernance, à la façon de voir la vie, à la façon de voir les relations entre les personnes. Je pense que les non-autochtones ont à apprendre de ça. De nos manières d'être puis nos manières de gouverner. On est avec Michael Robertson, directeur de la Commission de développement économique des Premières Nations du Québec et du Labrador. On prend une petite pause musicale. On te revient tout de suite après. Alors, pour la prochaine chanson, c'est une nouvelle chanson de Violent Ground, le groupe Naskapi, et c'est de leur album qui sortait ce vendredi, qui s'appelle Disarrange. Alors, on écoute la chanson Capture the Flag. I forgot this is filling my headphones. This is only vocal like that. Yeah. I'm playing this game, this capture the flag. I got your girl, she running right back. I do what I'm supposed to, I'm just making these moves straight from the res. I'm high off the dope, feeling like 100 man. I ain't talking bills, yeah. I feel like you don't understand, I just made a million. I'm in my bag, ayy. I'm in my bag. Got you running around, ayy. Till I capture the flag, yeah. I'm in my bag, yeah. I'm in my bag. I got you running around till I capture the flag, yeah, yeah. I do it for my native people that live in the res. I rep the nation, green and scabby EU. Wanna make it better for the next generation, not the snow we go through. So what about family in the forest? I'm loving it daily, blessed with all of this potential. Cowboy watch can match our rep, mad for the crowd, we all connected. All of my niches respected, and all of my haters deflected. With those sounds, those so profound, I hold it down, nomadic. I like the clouds, got nine shag, don't mess around with our status. Some people might find like this shit crazy because they don't really understand, or that's so lifestyle has a price. I'm willing to compromise for that, for some of that shit. I'm playing this game, this capture the flag. I got your girl, she running right back. I do what I'm supposed to, I'm just making these moves straight from the res. I'm high off the dope, I'm feeling like 100 man. I ain't talking bills, yeah. I feel like you don't understand, I just made a million. I'm in my bag, ayy. I'm in my bag. Got you running around, ayy. Till I capture the flag, yeah. I'm in my bag, yeah. I'm in my bag. I got you running around till I capture the flag, yeah, yeah. Yeah,
yeah. We started out on our own, living up in the cold. And a scabby flag waving when I made my way home. It was just two of the bros trying to make it with a flow. And no matter what I was playing, just hope some would know that my natives still stand in that terrain, in that land of running rivers. And man, I would never forget my clan. So don't ever think that Nasira Tanda Ojabi Kawawachi can match. It's VG and Matt Mac. Continue what we doing, never losing. Creating a movement, cool with the northern wind I'm using to make that fire music. Our people rise and proving, vibing, fluent. Skies blue and I'm as high as you. They asking who? I'm playing this game, just capture the flag. I got your girl, she running right back. I do what I'm supposed to, I'm just making it move straight from the res. I'm high off the do. I'm feeling like 100, man. I ain't talking bills, yeah. I feel like you don't understand. I just made a mill, I'm in my bag, ayy. I'm in my bag. Got you running around, ayy. Till I capture the flag, yeah. I'm in my bag, yeah. I'm in my bag. I got you running around till I capture the flag, yeah, yeah. BNF, Mad Mag, the falling ground, yeah. Oh, the song's over? Oh shit, I thought we were just vibing. On change de beat un peu hein, avec Violent Ground, mais ça reste que le flow est bon. J'ai hâte d'entendre les autres chansons, par exemple. Oui, on va se tenir au fait. Même, je vais regarder, voir quand est-ce qu'ils vont passer à Montréal. On aimerait ça aller les voir. Donc, on est de retour avec Michael Robertson, le directeur de la Commission de développement économique des Premières Nations du Québec et du Labrador. Donc, Michael, avant notre pause musicale, on parlait de gouvernance. Moi, je sais que depuis, dans le fond, depuis quelques années, depuis décembre 2021, vous avez la marque officielle Indienne qui s'écrit ID1N et c'est la marque de l'ours. Donc, cette marque de l'ours est vraiment pour adresser les problèmes d'appropriation culturelle et le manque de visibilité de l'apport économique des Premières Nations. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de la marque de l'ours, comme à quoi ça sert, comment est-ce que c'est décerné et pourquoi est-ce que les gens devraient regarder, avoir l'œil ouvert pour cette marque-là? Oui, juste, je ne veux pas être impoli, mais c'est Michael, mon prénom. Mais pardon. Inquiétez-vous pas, ça arrive souvent que je me fais débaptiser. Désolé, je vais faire attention. Non, il n'y a pas de problème. La marque officielle, c'est une initiative de protection, dans le fond, de la production culturelle des Premières Nations. Ça a commencé un peu, à l'époque, on travaillait avec des femmes Atikamekw et Innu dans la valorisation de la production culturelle, donc des recettes artisanales de petits fruits, liés aux petits fruits, le bleuet, chicouté, graines rouges, ces choses-là. Puis la crainte des femmes qu'on accompagnait à l'époque, c'était de se faire copier. Puis ils voulaient certifier ce qu'ils faisaient. Puis à peu près simultanément, il y a eu une propriétaire d'entreprise, Wendat, qui est venue nous voir puis qui nous parlait d'usines à Québec qui produisent des mocassins puis qui mettaient un petit Indien, un petit Autochtone sur leur boîte pour faire comme si c'était des entreprises autochtones, finalement, des entreprises des Premières Nations qui produisaient ces mocassins. Fait qu'on est parti de ces deux besoins-là. Puis, on a décidé de développer une marque officielle pour protéger de l'appropriation culturelle qu'il ne faut pas confondre avec l'appréciation culturelle. Hein, oui. Parce que moi, à mon sens, les boucles d'oreilles, les mocassins, tout ça qu'on produit, que les non-autochtones en portent, en tout cas, moi, ça me fait plaisir. Je ne veux pas parler au nom de tout le monde, mais moi, ça me fait plaisir. Puis ça fait vivre des gens aussi. Là. Oui. Surtout quand c'est fait par des Autochtones, c'est surtout ça qui nous concerne. C'est quand quelqu'un fait le même modèle de boucle d'oreille perlée, par exemple, et que ce serait quelqu'un de non-autochtone
qui peut peut-être s'afficher comme autochtone ou d'inspiration autochtone, c'est ça Puis qu'on... on parle pas ici des capteurs de rêve du Dolorama fait en Indonésie. Tu me donnes mal à la tête. Exactement. Puis moi, une autre chose qui m'avait frappé quand j'étais allé dans l'Ouest, à Vancouver, c'est toutes les shops là, où ils vendent des trucs, là, supposément de l'artisanat autochtone, mais finalement, quand tu retournes la petite... l'objet, puis tu regardes, ben tu vois bien que ça a été fait en Asie ou en Chine, des choses comme ça. Fait que, tu sais, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on devait permettre aux consommateurs qui viennent au Canada ou qui est déjà au Canada, au Québec pour commencer, évidemment, là, de s'assurer que le bien qu'ils achètent elle provenait vraiment d'un artisan autochtone. Fait que de la façon qu'on fonctionne, tu sais, les gens focusent beaucoup sur l'ours parce qu'il est très beau, mais ce qui est important quand un produit est affiché avec l'ours, c'est le code QR qui accompagne l'ours. Le code QR permet d'aller sur le site web et de s'assurer vraiment que l'artisan ou l'entreprise est enregistré. Notre processus d'identification est double. La première chose, puis la plus simple, même si c'est un outil colonial, il peut quand même être pratique, c'est la carte d'Indien inscrit. Oui. Donc, si la personne a une carte d'Indien inscrit, automatiquement, on l'accepte. Si elle n'en a pas, parce que malheureusement, il y a des gens qui sont des Premières Nations, mais qui ne sont pas reconnus par le gouvernement fédéral. C'est une réalité, on se tourne vers les communautés. Donc, la communauté d'appartenance, on lui demande, on a eu une demande de reconnaissance d'un artisan qui se dit de votre communauté, est-ce que vous reconnaissez cette personne-là? Si oui, pouvez-vous nous le confirmer par votre résolution? Donc, c'est la façon. Donc, on s'assure vraiment que les gens sont liés à leur communauté d'attache, puis on obtient la certification auprès d'eux. Puis au fil du temps, on s'est rendu compte aussi qu'il allait avoir un besoin d'identification d'entreprises autochtones pour d'autres initiatives, comme par exemple la question de l'approvisionnement, l'octroi de contrats par des gardes-honneurs d'ouvrage ou des contrats publics. Donc, on regarde aussi de ce côté-là pour le futur, pour certifier des entreprises qui ne sont pas nécessairement dans la production culturelle autochtone, mais qui sont vraiment des entreprises autochtones. Comme un petit exemple, mon cabinet Néhaché chez Champoux est, je pense, le seul cabinet qui a la certification de l'ours. Je suis content d'entendre ça. D'ailleurs, on travaille avec vous autres de toute façon. Ouais. Ben justement, pour le magasinage des fêtes qui s'en vient, on invite nos auditeurs à aller regarder. Je pense qu'il y a un répertoire des entreprises qui sont là. C'est une bonne façon d'aller trouver des articles puis des producteurs authentiques, autochtones. Michael Robertson, je m'excuse pour le débaptisage un peu plus tôt, directeur de la Commission de développement économique des Premières Nations du Québec et du Labrador. Tchekesnemeton. Tchineshkomitin. Yamé. Tchineshkomitin. Tchineshkomitin. Puis je vous remercie de l'invitation. J'ai vraiment apprécié. Au plaisir. Bonne fin de journée. Vous écoutez Kwe Bonjour avec Alexis Wawanoloat et Sophie-Claude Miller. On est de retour avec l'auteur Georges Pissimapeo. Est-ce que je le dis bien? Je le prononce correctement? Pismapeo. 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 Shingatson. Et est-ce que dans ce cas-là, il faudrait que j'appelle le livre Pissimnapen? Pissimnapeo. Napen? Napeo. Napeo. C'est Napeo. Donc, le premier livre que moi puis Sophie-Claude, on a dévoré, on l'a tous les deux très apprécié, en effet. Vraiment, là, pour moi, c'était vraiment rafraîchissant. Je passais par une gamme d'émotions. Puis moi aussi, je suis crie. On a des liens. Tout à l'heure, on parlait, avant d'être en ondes, on parlait des liens familiaux qui nous lient. En fait, c'est un peu distant, mais quand même, quand on est de la même communauté, souvent, notre arbre généalogique s'entremêle. Merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. Donc, ce livre-là, c'est le premier livre. On voit dans la préambule que c'est Joséphine Bacon, la poétesse Innu, bien connue de plusieurs, qui t'a incité à écrire, à mettre par écrit ces mots-là qui t'habitaient depuis plusieurs années.
Absolument. Joséphine, ça fait quand même plusieurs années qu'on se connaît. Et puis, bon, on a ri ensemble, on a eu du plaisir. C'est au moment où moi, j'ai commencé à lire ses poèmes. C'est là que ça m'a captivé. J'ai dit, mon Dieu, si Joséphine peut le faire, bien, il va... tu sais, moi, je peux le faire aussi. Donc, ça a été très, très incitatif. Il y a aussi la mère de mes enfants, auquel je lui dois beaucoup pour avoir trouvé le fil conducteur qui est Planchiche, ma mère, Ngawi. Donc, c'est elle qui m'a vraiment aidé là, dans le processus, pas de création, parce que c'est tout moi, ça vient tout de moi, de mon intérieur, de mon vécu, tout ça, tu sais. Mais ces deux personnes-là m'ont beaucoup, beaucoup inspiré, absolument. Oui. Bien, d'ailleurs, quand on débute le livre, on parle vraiment plutôt quand tu avais 12 ans, en fait, là, quand tu es allé à la chasse seule. Ouais. En résumé, c'est une chasse qui a été fructueuse. J'aime beaucoup comment tu décris aussi le territoire. Moi, je me suis sentie vraiment dans le territoire au fil du livre. Puis aussi, on dit que Planiche, à la fin, Planchiche, pardon. Planchiche. Quand tu reviens au campement avec ta chasse fructueuse, elle est heureuse, puis elle sait que tu ramènes le lynx dont elle avait rêvé la nuit d'avant. C'est ça. Et les rêves chez les Autochtones, mais chez les Cris aussi, a une grande importance. On peut dire qu'il y a quand même certaines visions qui viennent avec ça. C'est un concept chez les non-autochtones qui est peu familier, qui est peut-être même jugé, si on pourrait dire. Ça. Je vais juste parler peut-être un petit peu en cri. C'est c'est ça. Elle m'a dit qu'elle avait rêvé du lynx la nuit d'avant. C'est pour ça qu'elle m'a dit, lève-toi puis va, prends ton départ le plus tôt possible, parce que c'est très, la neige est très, très terrifiante à ce moment-là quand elle perd sa dureté, là, tu sais. Avec le Surtout soleil. Le soleil, là, qui plombe, c'est en plein ça. J'en parle justement dans ce récit-là, là. Oui, c'est ça. Puis, à travers le récit, il y a du récit, puis aussi, il y a des fois, il y a vraiment des coins où est-ce que c'est plus poétique, là. Vraiment, c'est de la poésie. Quand je reparle, l'exemple, là, mettons, la page 19, rien, parce que c'est sûr qu'on parle aussi du passage en pensionnat. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce livre-là. Puis, c'est 4 lignes, mais ça veut dire tellement de choses. Est-ce que, Georges, vous pourriez ça serait possible de nous le lire, la page 19? Oui. Rien. Ma vie devient glauque, sans éclat. Je ne veux plus rien. Je ne sens rien. Je ne suis rien. C'est 4 phrases qui décrivent un état un état d'âme, finalement, que je vivais dans ce moment-là. Parce que je n'étais pas encore guéri de mes blessures, là, tu sais, intergénérationnelles là, que j'ai vécues dans mon enfance. Alors... Puis j'ai cheminé dans ce processus-là de guérison pour enfin que je puisse guérir de mes traumatismes. C'est un travail qui demande... C'est un travail d'une vie, le guérir de traumatismes. Ah oui, absolument. Absolument, oui. Moi, j'ai pas vécu peut-être le tiers de qu'est-ce que tu as pu vivre, mais... J'ai été un jeune métis à Val-d'Or qui a été confronté dans des milieux non autochtones. Il y a des passages où tu racontes justement comment tu devais aller te conformer dans des écoles de Blancs à Sainte-Terre. Oui, c'est ça. Effectivement, puis ça n'a pas été facile. Dans ce temps-là, vous savez, au-dessus de 50 ans, bien, il y avait beaucoup de racisme, beaucoup de préjugés, et le fait que tu étais comme différent des autres, bien, à ce moment-là, tu subissais quand même. Là, il y était comment je dirais ça, là, on se faisait lyncher, là, comme on dirait. Là. Les différences qui attiraient plus leur attention, c'était quoi au juste? Ben le fait, c'est que, moi, j'étais... Le monde savait qu'on était des Indiens.
Et puis, quand il nous voyait dans le village là, avec ma mère, j'en parle encore dans le livre, là, où c'est que j'avais de la honte même, là, tu sais, à ce moment-là. Là. Maintenant, non. Mais dans ce temps-là, quand j'étais petit, là, le regard des autres, là, ça me faisait mal. Là. Effectivement, oui. Ouais, j'ai grandi à Saint-Eustache pendant la situation à Oka, donc j'ai vécu ça aussi. C'est malheureusement quelque chose qui est bien présent. Ouais. On parle beaucoup du crayon jaune aussi. On en parle quand on fait un peu de recherche sur ton livre, on le mentionne. Ouais. Ce crayon jaune qui te suivait partout. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu plus du crayon jaune? Quelle importance? Je pourrais juste peut-être vous le lire, c'est pas Oui. long. Dans notre cabane en Boiron, il faisait froid l'hiver. Soudain, au milieu de la nuit, des cris horribles, les cris de ma mère. Elle pleure, appelle à l'aide. Moi, je suis terrorisé. La brute est revenue de sa cuite et avec elle sa colère, sa fureur, sa violence inouïe. Cette terreur, cette violence sont omniprésentes. Elles restent ancrées en moi. Ma sœur aînée avait un crayon jaune en bois dans son sac d'écolière. Je le lui ai dérobé. Dans mon cœur d'enfant, j'aurais voulu que ce crayon jaune pénètre mon oreille et rejoigne l'autre orifice pour que plus jamais je n'entende les cris, les pleurs, les bruits des coups que Blanche recevait de cette brute. À 5 ans déjà, je pensais mourir, me tuer. Le crayon jaune glissé sous mon oreiller en était la preuve. Il me suit toujours, ce crayon jaune. C'est émouvant, c'est excessivement touchant. Ouais. On parle beaucoup de guérison aussi dans le livre, ouais. mais il y a des moments où est-ce que tu l'exprimes d'une façon subtile mais claire, où est-ce que tu n'étais pas prêt non plus à la guérison. Il y a des années où est-ce que ça a pris du temps? Hey, c'est un apprentissage, ça, là, tu sais, c'est aussi à accepter sa colère, puis aussi surtout de pardonner. C'est ça qui était difficile pour moi, tu sais, de pardonner à la vie, finalement. Et j'en suis arrivé, puis maintenant, bien, je vis le bonheur, là, actuellement. Ouais, surtout avec mon nouveau conjoint, avec qui je suis en amour, et puis lui aussi. Ah, l'amour. On est inséparables. C'est effrayant. Ça fait tellement du bien. On mérite tous de l'amour, puis c'est un baume sur des plaies, disons-le. C'est ça. Ah oui, l'amour, là, c'est guérisseur, hein? C'est très, très guérisseur. Et puis, Et puis aussi, il faut s'apprendre à s'aimer, hein? À s'aimer soi-même, premièrement, pour pouvoir aimer les autres. Alors, j'ai appris ça sur le tard, moi. Combien de fois que je me suis reproché des choses, là, tu sais, puis je me sentais coupable. Même si c'était pas moi qui était coupable, je me sentais quand même coupable de tout ce qu'on m'a fait vivre. C'est un bagage à traîner. Oui, absolument. Dans ce livre-là, il y a beaucoup d'amour, de guérison, on le sent, sa propre guérison, mais la guérison des autres, entre autres, dans le domaine carcéral. Ouais. On le voit, il y a une expérience de ta part à aller aider. Ouais. Puis il y a une scène assez émouvante où on parle de quelqu'un de proche, puis que tu as aidé cette personne-là qui était responsable. Absolument, oui. C'est ça, c'était disons-le, le meurtrier de mon frère aîné. Ouais. Et puis, donc, c'est ça, j'étais avec une Mohawk avec qui je travaillais. Et puis, elle avait organisé une activité avec un elder qui venait d'Akwesasne. Maintenant, ce monsieur-là est décédé, là. Ernest, pour ne pas le nommer, là, il s'appelait Ernest Benedict. Et on avait fait un cercle de partage. Et puis à ce moment-là, il nous avait demandé de nous de dire notre nom ainsi à la communauté d'où on venait. Alors, ce monsieur-là qui était le meurtrier de mon frère, il était juste à côté de moi. Et puis à ce moment-là, quand j'ai dit j'ai décliné mon nom, et puis d'où de ma communauté, et après ça, ils m'ont écouté. Et puis, il a été très, très, très touché de savoir que j'étais le frère d'Harry. Alors, lui, il ne pouvait pas parler. Et je me souviens très bien que il s'est finalement décliné son nom. Et puis que je nommerai pas, là, non. parce que je respecte. Et puis, je lui ai dit,
je l'ai pris dans mes bras parce qu'il s'affaissait, il serait tombé à terre, tellement qu'il était émotionné. Ouais. Alors moi, je lui ai dit, regarde-moi dans les yeux, puis il ne voulait pas. Il pleurait. Et puis là, j'ai dit, regarde-moi dans les yeux. Et puis là, tout le monde se demandait qu'est-ce qui se passait, tu sais, puis surtout les anglophones, ils ne comprenaient pas. Alors là, je lui ai dit, tu sais, finalement, il m'a regardé droit dans les yeux. Et puis, je lui ai dit à ce moment-là, la famille Peace Bell, tu sais, vont te pardonner si tu retournes dans des valeurs sacrées. Et puis, des années plus tard, j'ai su qu'il était retourné, il ne pouvait pas retourner chez lui à Obidjouan, mais il est resté à La Tuque. Et puis, il menait une belle vie avec sa famille, avec sa femme. Ça, j'ai trouvé ça tellement bon, là, tellement beau. Ça m'a aidé à guérir, moi aussi, de tout ça, là, de savoir que lui, ce jeune homme-là, là, il était tout jeune quand c'est arrivé. Hein? Il avait à peine une vingtaine d'années. Et puis... Fait que le pardon a été salvateur absolument. Pour lui, mais pour toi. Oui. Est-ce que c'est plus facile de pardonner au meurtrier de son frère ou se pardonner, qu'est-ce qu'on se reproche soi-même? Je pense que c'est plutôt... Le plus difficile, c'est vraiment de s'auto-guérir, finalement. De s'aimer, finalement. De s'aimer. Oui, c'est ça. Et puis, j'en suis arrivé, finalement. Et c'est grâce aussi à Chemendo. C'est mon créateur. Oui, ben c'est ça, c'est l'autre sujet parce que on le sait, chez beaucoup de Premières Nations, on a été colonisé par la spiritualité, le catholicisme, le pentecôtisme, l'épiscopal dans beaucoup de communautés. Puis Chimento est resté vivant avec ta mère, puis dans ta spiritualité à toi aussi maintenant. Absolument, oui, c'est ça. Parce que nous, la religion catholique nous a détruits, hein, quelque part. Là, tu sais, ça a été très néfaste. En tout cas, je parle pour mon expérience personnelle. Oui. C'est pour ça que je me suis tourné vers mon Dieu intérieur, qui est Chemendo. Parce que, tu sais, il ne faut pas le chercher loin. Tu sais, il est à l'intérieur de nous, de chacun de nous, de chaque homme, chaque femme, chaque enfant. On a le Dieu intérieur qui est en nous. Puis avec lui, j'ai réussi finalement à guérir, finalement, plus facilement, plus rapidement. Ouais. Et puis, dans ce livre-là, qu'est-ce que, tu sais, à part, tu sais, je suis certaine que ça a été une grande, grande libération de pouvoir partager ces émotions-là, ces récits qui sommellaient en toi pendant plusieurs années. Ouais. Moi, je vois ça un peu comme un message d'espoir pour les autres qui pourraient passer par un passage similaire. Moi, je suis une victime intergénérationnelle des pensionnats. Mon père est allé au pensionnat aussi. Oui. Donc, est-ce que c'était dans cet objectif-là aussi que tu as écrit ça? Absolument, absolument. Quand parce que quand j'ai débuté, ça n'a pas été facile pour moi. Tu sais. Ça a été de retourner dans mon enfance, surtout quand j'ai écrit Le Crayon jaune. Là, c'était seconde par seconde qu'il fallait que je m'imprègne finalement de l'atmosphère qui se vivait à ce moment-là. Alors, tu sais, ça a été des pleurs. Ah oui, je pleurais, moi, là. Mais c'était libérateur, là. C'était très, très salvateur. Oui, absolument. Parce qu'on pleure quand on lit ton livre, mais on a de l'espoir aussi que peut-être qu'on va finir par se pardonner puis s'aimer soi-même. Absolument. Absolument, quand c'est pas nécessairement le cas. Oui, moi, je suis vraiment passée par une gamme d'émotions. J'ai pleuré, mais je retiens de ce livre-là vraiment un grand message d'espoir. Pour moi, c'est quelque chose de très réconfortant. Il y a beaucoup de lumière, comme tu le disais au début de l'entrevue, Alexis. Pour moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment, vraiment beaucoup touchée. Puis, je suis content. Je suis content que vous avez aimé Alexis, puis toi, Sophie, Claude, le livre. Puis ça, c'est pour peut-être, j'imagine, c'est pour un lectorat autochtone, mais un lectorat non autochtone qui lirait le livre, c'est quoi l'espoir du message que tu espères transmettre avec ça?
C'est surtout le message, c'est surtout qu'on existe et puis qu'on a nos peines, on a nos faiblesses, on a nos forces. Et c'est ça que je veux lancer comme message à tous les lecteurs, finalement, lectrices là, qui vont lire Pishim Nabel. Parce que autant pour les Premières Nations que ceux qui sont pas des Premières Nations, je veux leur dire à ceux-là que c'est un bon livre et puis que ça nous permet de voir l'expérience d'un homme qui arrive finalement à surmonter ses peines et puis tout ça, que tout est possible finalement. Oui. Ouais. Puis moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que, tu sais, on voit à un moment donné que tu sais, les difficultés du passé t'ont rattrapé, puis tu as eu des difficultés toi-même. Oui. Mais on dirait que pour moi, la façon que c'est écrit, c'est que je comprends aussi pourquoi les problématiques sont arrivées. Quand on voit les difficultés du passé, je me dis, oui, on se pose pas la question pourquoi il y a eu soif. Tu sais, il y a quelque chose d'intergénérationnel, mais aussi les événements. C'était ton premier livre, Georges. Est-ce que tu penses réécrire à nouveau? Est-ce que tu as aimé l'expérience? Oui, j'ai très aimé, sauf que c'était vraiment, comme on dit, demandant. Oui. Et puis là, je suis comme une période de pause. Et puis, je fais aussi beaucoup de promotion. Oui. Ça n'arrête pas, là, depuis... il y a comme un engouement, là, actuellement. Là. Merci d'être là. Merci d'avoir pris le temps d'être là en studio avec nous. Oui, absolument. Absolument, c'était un plaisir. Moi, il y a CBC North qui m'a approché. Et puis, je vais faire l'entrevue prochainement, là. Mon ancienne équipe. Oui, c'est ça. CBC North, on a un auditoire peut-être plus anglophone. Est-ce qu'on pense à des traductions en anglais puis peut-être en cri? On va regarder pour la traduction en anglais avec les éditions en Enorak. Ouais, ça va. Parce que ce livre-là mérite de voyager au-delà des limites du Québec. Merci Alexis. Merci de votre support. Kichimigwech. OK. Nanaskumudnog. Miigwech.
Alors, on vient d'écouter DJ Shub, un Haudenosaunee, avec la chanson Indomitable. Qui est un des fondateurs de qu'est-ce qu'on appelait avant Tribe Called Red, qui est devenu The Hallucination. Oui, mais qui n'est plus... Non, qui n'est plus avec, qui ouais. fait son propre show par lui-même. Petite anecdote, cet été, j'amène ma plus petite de 2 ans et demi au Powwow. Elle voit donc les femmes avec les jiggle dance, avec les clochettes danser. Elle trouve ça magnifique. Elle se pitch pour aller danser à lui aussi. Mais bon, tout ça pour dire que de fil en aiguille, un moment donné, je travaille, puis là, il y a ma petite, puis pour être que je sois capable de travailler, j'y présente de la musique de DJ Shub. Et elle voit justement des femmes en jiggle dance. Et maintenant, quand elle demande de la musique de Fée Clochette, c'est DJ Shub qu'elle veut. Ah, Fée Clochette, c'est DJ Shub. Non, je sais pas, il va falloir le mettre au courant de ça, là, ouais, il se fait surnommer DJ Fée Clochette par ta fille. Pour les auditeurs, ta fille a quel âge? 2 ans et demi, bientôt 3. C'est adorable. Hey, dans les nouvelles, on va encore parler de Buffy Sainte-Marie. Elle a quoi? Elle a gagné un Emmy, je pense. Oh là là, c'est vraiment, oui, ça soulève beaucoup de réactions sur la toile. En effet, elle a gagné la semaine passée un Emmy. Il y a un documentaire qui a été fait sur sa vie qui s'appelle Buffy Sainte-Marie, Carry It On, produit par Eagle Vision, White Pine Pictures et Pocket Entertainment, et ils ont gagné un Emmy. Donc, plusieurs demandent qu'elle rende le Emmy parce qu'on présume qu'il y a probablement une bourse aussi qui vient avec ça suite au documentaire qui a paru par CBC à l'émission Fifth Estate. Je sais pas si tu as fait l'exercice d'aller sur le site internet de Buffy Sainte-Marie. Oui, sa biographie a changé, tout d'un coup. Elle n'a pas changé juste un peu, elle a changé énormément. Donc, le 26 octobre, on disait Buffy Sainte-Marie, on croit, a été née en 1941 sur la Première Nation Piapot dans une réserve de Saskatchewan. Et maintenant, on dit que 20 novembre 2023, ce segment-là de sa biographie est complètement effacé. Dans sa biographie, il n'y a aucune mention qu'elle serait autochtone. Donc, c'est questionnable, on s'entend. Penses-tu qu'elle va finir par rendre ses prix ou penses-tu qu'il va avoir des conséquences? C'est beaucoup de millions, hein, on s'entend. Là. Elle a quand même une résidence. Ouais, ben là, c'est son argent. Hein. C'est tel que tel, mais au moins... rendre les titres. Les titres. Je pense que plusieurs aimeraient ça. C'est sûr qu'il y en a plusieurs aussi qui défendent... Buffy, becs et ongles, peu importe ce qui se passe. Donc, on continue à regarder ça du coin de l'œil. On va revenir un petit peu plus par ici. Le monde du hockey de la Nation Cree est en deuil. Charlie Washipabano, je pense qu'il a déjà travaillé avec le Canadien. Oui, en fait, c'est vraiment... l'an passé, il y avait eu un camp où est-ce que des Autochtones de la Nation Cree avaient été invités par le camp de l'équipe des Canadiens de Montréal. Et Charlie Washipabano était en fait... faisait partie de ce camp-là, était une personnalité modèle et c'était avec l'équipe des Cree Nation Bears. Donc, c'est un deuil pour plusieurs qui est malheureusement décédé. Ça a été bien présent dans notre Facebook autochtone. Oui, vraiment. Ben, il y a eu un impact sur vraiment plusieurs jeunes et plusieurs qui sont adultes maintenant. Puis, un peu plus tôt, on parlait du temps des fêtes, du magasinage du temps des fêtes, d'acheter des produits authentiques, autochtones ou Premières Nations. Est-ce qu'il y aurait une occasion prochainement pour faire ça? Justement, Alexis, en fin de semaine, en collaboration avec le Réseau autochtone de Montréal, le Centre d'amitié autochtone et l'Association du Sud des Inuits, il y a le marché autochtone, le samedi, aujourd'hui et demain, dimanche, au Centre d'amitié autochtone, soit au 2001, Boulevard Saint-Laurent, Station Saint-Laurent. Qu'est-ce que tu penses qu'on va pouvoir retrouver là? Un peu de tout. J'ai vu déjà des artisans que je connais bien, dont Discla, qui fait une édition spéciale de boucles d'oreilles perlées. Il va y avoir Gabriel Nouraki Designs, un Inuk qui fait de l'infographie, il fait toutes sortes de designs, des imprimés, des t-shirts, etc. Il va y avoir de tout pour tous les budgets, ça vaut la peine. C'était Sophie-Claude Miller à l'animation. Et Alexis Wahonolat à l'animation aussi. Avec Mathieu Tessier à la régie et Claire Séguin et Sylvestre Déterre à la... Claire Guérin, pardon, je m'excuse, je débaptise tout le monde aujourd'hui. Pardonnez-moi, Claire Guérin à la recherche et Sylvestre Déterre. À la semaine prochaine.